Vous remarquerez quand même que j'ai pas beaucoup de films français. Ou tout du moins, la plupart de ceux qui sont là ne sont pas à moi. Ça serait un peu cheaté que de parler de ce coffret-là qui est quand même assez ouf. Le coffret Kaamelott est quand même impressionnant. Encore une fois, ils ont respecté un peu le délire du coffret comme dans les séries télé, parce que quand Kaamelott est sorti en DVD, qui s'appelait des livres, hein, là vous aviez le livre 1, ici, donc forcément tout ressemble à un livre. Et donc ils ont gardé cet esprit-là pour la version Ultra HD de Kaamelott, le premier volet, donc le film. Vous voyez qu'on a l'impression que ça ressemble d'ailleurs à un livre, hein, parce que au-delà du fait qu'il y ait le film en Blu-ray Ultra HD, ici, vous tournez les pages, vous allez avoir comme un livre, avec le Blu-ray, le DVD, les addendums, les bonus donc. Et donc, il y a quelques petits gadgets, comme une pièce. Il y a une pièce ici, une pièce frappée du roi Arthur. Et il y a dedans aussi des photos, parce que vous retrouvez... alors là, vous avez Lancelot, là vous avez... le roi Lord d'Arcanie, vous avez Clavier, qui était pas trop mauvais d'ailleurs là-dedans. Antoine de Caunes qui fait Dagonet, enfin vous avez vraiment voilà, tout un tas de collectors. Les Astérix sont tous là, évidemment. Astérix contre César, que personnellement je n'ai pas aimé du tout. Mission Cléopâtre, version Ultra HD, hein. C'est le coffret qui est sorti au mois de décembre, qui est là. Avec donc version restaurée du film en Ultra HD. Le Blu-ray, le DVD est aussi la version restaurée. Et en revanche, ce qui m'avait un petit peu déçu, je dois vous avouer, alors moi j'avais le coffret DVD Collector, mais j'ai jamais eu de version Blu-ray du film jusqu'à présent. En revanche, au niveau des bonus, j'étais un peu déçu parce qu'ils avaient marqué qu'ils avaient fait un documentaire sur la remasterisation du film qui devait être inclus dans le DVD. Et en fait, dans le DVD, il n'y a rien. Il y a les bonus de l'époque. Alors il y a le making-of d'Astérix qui était très intéressant. D'ailleurs, je crois que je l'avais à l'époque React. Dans le DVD des bonus, il y a aussi la Director's Cut d'Alain Chabat. À voir, croyez-moi. Dans la saga, il y avait celui-ci, les Jeux Olympiques, qui est probablement le plus mauvais. Moi, je dois avouer que j'ai un petit faible pour celui-ci. Je pense qu'il a été un peu mal considéré, un peu oublié avec le temps. Je l'avais déjà évoqué, je ne sais plus dans quel cadre. Et pour moi, Au service de Sa Majesté était plutôt bon. Alors après, évidemment, on peut aussi s'arrêter 2 secondes sur celui-ci. C'est pour compléter la collection. Voilà, je peux vous parler de ce film-là, quand même. L'Armée des Ombres, avec Lino Ventura, Simone Signoret, de Jean-Pierre Melville. L'Armée des Ombres, ça parle de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Amitié, abnégation, courage, mais aussi peur et trahison. Le film est très très fort, parfois dur. En vrai, s'il y avait un film français, peut-être quand même je retiendrais, qui n'est pas, on va dire, récent et moderne, ça serait probablement celui-ci. Du coup, mon biopic préféré, j'aurais tendance à parler de First Man, de Damien Chazelle avec notre ami Ryan Gosling, qui évidemment revient sur les événements, sur la vie de Armstrong et surtout toute la mission Apollo 11. Et ben, je recommande chaudement, parce que c'est pas un film où Damien Chazelle en fait des caisses, parce que bon, quand on pense Damien Chazelle, on pense Babylone, on pense La La Land. On n'est pas dans un film excessif, on est vraiment dans un film qui a une très belle esthétique, soit dit en passant, mais qui est vraiment un biopic pur et dur. Et toute la séquence sur la Lune est d'une poésie, mais je peux pas vous dire pourquoi si vous n'avez pas vu le film. On se rend compte aussi surtout qu'on retient d'Armstrong l'exploit d'avoir été le premier homme sur la Lune, mais on ne soupçonne pas tout ce qu'il a pu avoir dans sa vie privée. J'ai appris beaucoup de choses en regardant ce film, parce qu'après il y a évidemment celui-ci, mais en soi, est-ce que c'est un vrai bon biopic ? J'en suis pas si convaincu que ça. Il y a des bons côtés, mais vous savez ce qu'on dit, c'est un film qui a été entre guillemets autorisé par les ayants droit, donc on triche un peu. Puis en plus, de toute façon, ils ont clairement énormément triché dans ce film sur la temporalité des choses. Ils ont associé le fait que Freddie Mercury avait découvert sa maladie du sida au moment où il a fait le Live Aid, ce qui est totalement faux, puisqu'il le savait depuis quelques années auparavant. Alors ils essayent de nous faire croire à un portrait un peu sans concession, puisque il y a des moments où Freddie Mercury est un gros enculé avec ses potes, avec ses collègues de travail, qui est parti en sucette. Il y a beaucoup de choses qui ont été a priori travesties aussi, c'est loin d'être parfait ça. Comme celui-ci, pas inintéressant en termes de coffret collector, parce que celui-ci je pense qu'il doit valoir bonbon. Je suppose que vous connaissez, hein, voilà, Matrix bien évidemment. Ça c'est vraiment le coffret collector qu'ils avaient sorti à la fin de la trilogie, qui avait vraiment ce design particulier. Donc c'est en DVD. Comme je trouvais l'objet assez stylé,
avec les boîtes en carton. Et du coup, vous aviez les Matrix là, vous aviez Matrix évidemment Reloaded. Je trouve que c'était quand même hyper stylé les coffrets. Version Ultimate, DVD de l'époque, Révolution. Donc pareil, à chaque fois, il y a le DVD du film et de bonus. Il y avait aussi l'excellent Animatrix. Un peu oublié avec le temps, j'ai l'impression. Et après, il y avait aussi toute une partie qu'ils avaient appelée le Matrix Experience, qui doit être de mémoire des bonus supplémentaires. Ce coffret était quand même assez dingue. Avec un petit livret. Avec les fameux chapitres qui vous spoilent tout le film, du coup. Dès que des chapitres du Matrix 1. Vous remarquerez que du coup, je n'ai pas Matrix 4. Pour des raisons évidentes de nullité. Parce qu'on est quand même à peu près tous d'accord pour dire que Matrix 4, c'était vraiment de la merde. Ils avaient rien à nous offrir, à nous proposer de passionnant. Et qu'en plus, ils se sont foutus de notre gueule. J'ai envie de dire. Une autre saga avec notre ami Keanu Reeves, évidemment. John Wick, plus tu avances dans les films, plus on est d'accord qu'on monte quand même vachement en gamme. Est-ce que vous savez que la séquence du rond-point de l'étoile dans John Wick 4 n'est absolument pas tournée à Paris, mais sur une piste d'aéroport, et que donc les mecs, ils ont refait intégralement par ordinateur en CGI, y compris les pavés de la route, parce que c'était une piste d'aéroport comme je vous disais, et que du coup les routes n'étaient pas vraiment pavées sur l'aéroport quoi. Je dois vous avouer que même moi je me suis fait baiser. Autant la séquence finale au Sacré-Cœur, ça se voit qu'elle pue le fond vert, autant je dois vous avouer que la séquence là, je me suis fait avoir. Moi qui ai plutôt l'œil en général. On parlait making-of beaucoup par rapport au Seigneur des Anneaux et tout, que j'étais un grand fan de making-of et du coup j'aimais garder les éditions collector autant que faire. Et ceci était supposé être au départ un making-of et ça a fini par un film de cinéma. Vous connaissez peut-être Terry Gilliam qui est ici sur l'image. Voilà, je mets le doigt dessus, mais vous voyez. C'est un des Monty Python, hein, donc Sacré Graal, La vie de Brian, etc. Mais c'est aussi un réalisateur à qui on doit par exemple L'Armée des 12 singes. On doit également Brasil, ce genre de film-là, ou plus récemment, un des derniers qu'il avait fait, l'Imaginarium du Docteur Parnassus, qui est donc le dernier film officiel de Heath Ledger, puisque au départ Heath Ledger devait jouer dans tout le film, il est décédé sur le tournage, et du coup, en fait, ils ont utilisé les séquences qu'il avait fait dans le monde réel, et quand il basculait dans un autre monde, le personnage était incarné soit par Jude Law, soit par Colin Farrell, soit par Johnny Depp, ce qui en fait donc un film qui quelque part était beaucoup plus poétique, mais qui encore une fois va illustrer le manque de chatte du réalisateur. Terry Gilliam a toujours eu des emmerdes sur les tournages, et celui-ci c'est l'illustration parfaite des emmerdements qu'il a pu avoir. C'est quoi le cinéma quand ça foire? Manque de budget, les banques qui leur tombent dessus. Johnny Depp devait faire Sancho Panza et Vanessa Paradis devait être dedans. D'ailleurs, il est de notoriété publique que Johnny Depp et Vanessa Paradis s'étaient rencontrés sur le tournage du film. Le problème, c'est que les ennuis s'accumulent. Ils arrivent dans des studios pour tourner en Espagne où l'insonorisation est catastrophique, donc ça les emmerde. Ils tournent dans le désert. Pour une fois, il pleut. Inondation, tout est emporté, fin de catastrophe. Jean Rochefort qui souffre de plus en plus et on découvre qu'en réalité il a une hernie discale. Il doit se faire opérer en urgence, ce qui reporte plein de trucs du tournage. Ça a terminé par le fait que le film a été annulé purement et simplement. Jamais le film n'aura pu voir le jour. Il faut savoir que pendant des années, parce que ça date quand même de 2002, que pendant une quinzaine d'années, Terry Gilliam a tout fait pour essayer de tourner son Don Quichotte. Il a fini par le tourner avec Jonathan Pryce qui jouait dans Jade en Brésil, et Sancho Panza a été joué non plus par Johnny Depp mais par Adam Driver. Donc il a réussi à le tourner, il a réussi à faire son film, à le finir. Arrive le Festival de Cannes, il est projeté au Festival de Cannes, et là, gros bordel avec le producteur du film, et en fait le film au final n'a jamais pu sortir en salle en France. Vous ne trouverez pas de DVD ou du Blu-ray de ce film-là en France. Vous arriverez peut-être à vous le procurer en Angleterre ou dans d'autres pays. Donc quand on dit que Terry Gilliam n'a pas de chance avec Don Quichotte, c'est vrai.